Mais c'est Lorenzo Marv. Et avec un artbook de ouf sur Tolkien. Et ouais, les amis, c'est une édition L'écran fantastique dans la collection Popicons. Ils ont eu l'occasion de nous sortir, il y a quelque temps, un volume sur Stephen King. Je crois même qu'ils en avaient fait un sur Quentin Tarantino. Ils en ont fait un certain nombre dans cette collection. Et à chaque fois, ce sont des petits pavés. Voilà, pour les gourmands, pour les fans de l'auteur qui est à chaque fois abordé dans ces différents numéros. Donc chaque numéro, encore une fois, c'est une célébrité du monde de la littérature ou du cinéma, ou voire même des deux. Donc là, c'est vraiment un petit pavé sur Tolkien. Voilà, c'est un format un peu souple, mais franchement, il y a véritablement de quoi s'en mettre sous là-dedans, j'ai envie de vous dire. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Ce nouveau Popicons rend hommage à Tolkien, maître de la fantasy, avec une biographie illustrée. Alors là, vous allez voir, il y a des illustrations de ouf, mais vraiment, c'est pour ça que j'ai employé le terme de artbook, parce que il y a énormément d'illustrations originales que moi, je n'avais jamais vues avant et qui sont vraiment dingos. Donc une biographie illustrée qui éclaire son influence majeure sur la culture populaire, de Bilbo le Hobbit au Seigneur des Anneaux. Ses œuvres ont façonné l'imaginaire collectif, inspirant auteurs, cinéastes et créateurs de monde. Tolkien, passionné de langues anciennes et de mythologie, a bâti un univers unique, peuplé de créatures et d'histoires épiques. Traumatisé par les conflits dont il fut le témoin, Tolkien a aidé des générations à échapper à une réalité souvent terrifiante tout en exprimant l'espoir inextinguible que le bien finit toujours par triompher. Donc c'est un très très beau livre à qui on doit, au niveau du texte, c'est Alexandre Nikolaevitch. Et Alexandre Nikolaevitch, tu as fait un boulot de génie, je te l'ai direct. Et oui, il faut le dire quand c'est bien. Et je l'ai poncé jusqu'à la moelle. C'est vraiment une petite dinguerie, ce artbook. Et pourtant, j'en ai pas mal de livres sur Tolkien, mais celui-ci, j'ai plutôt bien kiffé, franchement. Déjà, la qualité d'impression, la qualité d'édition, elle est très très bien. Le papier, il est épais comme je l'aime. Alors, il y a quoi ? Il y a 24 chapitres. Donc, c'est véritablement la biographie de Tolkien sur toutes les différentes époques de sa vie. Donc, voilà, encore une fois, il y a des illustrations là de ouf. Celle-ci, elle est très très belle. Donc, premier chapitre, la belle époque de la fantaisie, où là, l'auteur de ce livre revient un petit peu sur les origines de la fantaisie, un terme qui n'existe pas véritablement en français. La fantaisie, c'est un petit peu... comment décrire la fantaisie ? C'est une histoire qui se déroulerait dans un monde médiéval, on va dire, qui intègre des éléments fantastiques qui font partie, on va dire, de la réalité de ce monde. Donc voilà, on va dire, dans un roman de fantasy, la magie, les monstres, tout ça, ça fait partie comme ça de la réalité du quotidien, j'ai envie de dire. Et ça ne choque personne. C'est ça un petit peu la fantasy. La grande différence entre la fantasy et le fantastique, c'est la perception des éléments fantastiques par le commun des mortels. Dans une œuvre de fantasy, ça fait partie un petit peu ça fait partie de l'univers. Et souvent, les histoires de fantasy se déroulent dans l'époque moyenâgeuse, mais c'est pas tout le temps le cas. Une œuvre comme Harry Potter, on pourrait la classer dans la catégorie de la fantasy, tout comme Star Wars, les amis. Donc là, on revient sur les auteurs qui ont, comment dire, plus ou moins initié le genre. Donc, que ce soit William Morris, un auteur britannique qu'a lu Tolkien, ça on le sait, et qui a plutôt inspiré Tolkien, mais
Mais pas que. Il y a également Lord Dunsany, hein, avec la fille du roi des elfes, hein, qui là aussi, ça fait partie des œuvres de chevet de Tolkien qu'il a lues et qui l'ont inspiré comme tant d'autres œuvres, hein. Donc on va dire que ces deux auteurs, ce sont les auteurs qui reviennent le plus souvent quand on essaie de retrouver un petit peu les origines de la fantasy. Mais bien évidemment, ce sont des auteurs comme Tolkien ou Robert Howard, hein, dans un genre différent, qui ont véritablement, pour moi, donné au genre de la fantasy et de la sword and sorcery voilà, son cadre de référence et ses lettres de noblesse. Donc, c'est un livre qui revient sur toute la jeunesse de Tolkien, ses amitiés, la tragédie qu'il a vécue quand il était enfant, hein, puisqu'il a grandi en Afrique du Sud. Ils ont dû partir assez tôt pour des raisons je crois, de guerre civile ou autre. Il a perdu très très tôt ses parents, son père dans un premier temps, sa mère par la suite. Ils étaient quasiment orphelins avec toute sa fratrie. Euh, voilà, on parle également de l'influence de la religion, du catholicisme pour Tolkien, hein, qui était quand même un croyant, hein, et dans dans son œuvre, dans tous les cas, il y a beaucoup de références comme ça au catholicisme, mais pas que, bien évidemment. Tolkien a fait l'amalgame voilà, à la fois de sa foi, de toutes ses recherches, de toutes sur les langues anciennes, sur les mythes anciens, principalement saxons, germaniques, et il a créé, et de toutes, voilà, de toutes ces choses, il en a tiré son propre univers, hein, voilà, bien qu'il s'inspire voilà, de plein d'autres œuvres, a abouti à une œuvre qui est en soi ultra originale. Et on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, quand on découvre l'œuvre de Tolkien, on a le sentiment qu'il est tout repompé sur d'autres contes anciens comme voilà, la chanson des Nibelungen ou j'en passe, les amis, ou les autres, voilà, d'autres grands contes médiévaux, hein. Alors, on va continuer, les amis. Voilà, comme je l'ai dit, il y a énormément là d'illustrations, hein. C'est un livre qui bien sûr parle des amitiés, hein, que Tolkien aura noué tout au long de sa vie, hein, avant la Première Guerre mondiale, et puis après par la suite, hein, puisqu'il a malheureusement sa vie à Tolkien aura été marquée par pas mal de pertes, de disparitions précoces, hein, notamment que ce soit sa famille, ses amis. C'est un livre aussi qui parle de son autre passion envers son épouse, hein. Tolkien était quelqu'un qui aimait, voilà, c'était un petit peu la Brigitte Bardot, hein, mais pour les plantes, il adorait les plantes, il adorait les arbres, hein. Et par là même, il détestait tout ce que pouvait représenter l'industrialisation. Et on sait que c'était dans Le Chien des Anneaux et même dans toute son œuvre, il y avait d'une certaine manière de l'industrialisation euh, était quelque chose de très négatif pour la société et pour l'humanité, hein. Voilà, c'est un book, voilà, comme je l'ai dit, qui propose des illustrations qui sont... franchement, la plupart, je ne les connaissais pas, hein. Enfin, l'essentiel, je ne les connaissais pas. Et elles sont toutes très, très cool. Donc, j'ai aimé, voilà, c'est un livre où on évoque les amitiés.
notamment avec d'autres grands voilà, chercheurs de son temps, comme comment il s'appelle, celui qui a écrit Narnia, là, ça y est, j'ai perdu son nom, mais en tout cas, c'est une biographie là, qui explore un petit peu les relations que pouvait avoir Tolkien avec les autres grands noms là, de l'écriture de fantasy là, de cette époque britannique. Bah, plein d'illustrations comme ça de ouf. Voilà, c'est une biographie qui explore aussi la relation que peut avoir Tolkien avec ses enfants et plus particulièrement avec Christopher, hein, qui aura été avec lui voilà, en une grande partie de sa vie hein, en tant que relecteur assidu hein, de ses œuvres. Hein. On va dire que Christopher, c'est vraiment celui de ses enfants qui quelque part, lui ressemblait le plus. Hein, et vers la fin d'ailleurs de la vie d'écriture là, de Tolkien, Christopher l'aidait énormément. Hein, et c'est pour ça qu'après sa mort, ça a été tout à fait naturel que Christopher un petit peu reprenne en main les publications de son père. Il les connaissait presque sur le bout des doigts. Hein. C'est lui qui en faisait la relecture, qui aidait son père parfois à la réécriture, au correctif. Il connaissait l'univers aussi bien que son papa. Donc c'est un livre qui explore voilà, les débuts hein, d'écriture de Tolkien hein, et notamment ses premiers pas dans la Terre du Milieu. Hein, mais c'est véritablement l'œuvre d'une vie hein, qui l'aura fait évoluer jusqu'à la fin de ses jours et qui l'aura modifié en permanence d'ailleurs. Ça, c'était un des gros problèmes de Tolkien, c'est qu'il n'était déjà, il travaillait pas forcément vite. Il pouvait aussi assez souvent avoir des pertes de motivation hein, et mettre certains travaux inachevés de côté et les reprendre parfois des mois, voire des années plus tard. Hein. Et ce faisant, quand il les reprenait, parfois il pouvait tout, en grande partie, remodifier. Donc c'est quelqu'un qui, d'ailleurs, vers la fin de sa vie, passait plus de temps à refaire ce qu'il avait déjà fait, plutôt qu'à terminer certaines œuvres qu'il avait initiées et qu'il n'avait pas achevées. Hein. D'où d'ailleurs les éditions là, des contes et légendes inachevées. Hein. Ça parle aussi du rapport de Tolkien avec la célébrité, avec pendant une grande partie de sa vie, hein, Tolkien n'a pas forcément vécu confortablement là, de ses travaux. Hein. C'est que notamment vers la fin de sa vie, hein, notamment avec les éditions en poche, non officielles d'ailleurs, aux États-Unis là, de ses livres, Bilbo le Hobbit et le Seigneur des Anneaux, que là, sa notoriété, elle a explosé. Hein. Mais voilà, avant cela, les œuvres de Tolkien se vendaient plutôt confortablement, mais ce n'était pas non plus... voilà, c'est pas une rockstar, quoi. On va dire que c'est vraiment à la fin des années 60, hein, début 70, que, que les publications de Tolkien ont véritablement été explosées d'un point de vue commercial. Et Tolkien est décédé en 73, donc finalement, il n'aura pas connu de son vivant, en tout cas, il n'aura pas eu connaissance véritablement de l'impact véritable de ses œuvres pour des millions et des millions de fans. Hein. Alors c'est pas non plus comme Howard ou Lovecraft qui eux,
n'ont pas connu de leur vivant du tout le succès, véritablement. Lui, il l'a connu, mais c'était un succès, on va dire, assez relatif. Là encore, une magnifique illustration. Voilà, je ne sais pas combien il y en a d'illustrations de ouf dans cet ouvrage. Donc ça parle de d'amis qui sont morts avec lui au combat parce que voilà, la Première Guerre mondiale a été pour Tolkien très très marquante et ça a eu un effet retentissant sur ses écrits, hein, et sur les obsessions qu'il va mettre par écrit dans son Seigneur des Anneaux et autres. Hein, indirectement, il fera toujours référence aux horreurs qu'il aura pu lui rencontrer, observer pendant la guerre. Hein. C'est la règle un petit peu quand même. Un peu mieux la mise au point, les amis. Ouais. Je pense pas qu'on puisse faire beaucoup plus. Il y a des illustrations comme celle-ci qui sont incroyables. Celle-là, elle est très très belle. C'est l'une de mes préférées. Mais il y en a une autre que je kiffe. Enfin, il y en a plusieurs autres, mais il y en a une autre en particulier que j'adore. Ah oui, avec Lewis. Ouais. Ça, son nom de famille m'avait échappé. Il entretenait un lien assez particulier avec Lewis. Hein. Il y avait une amitié, mais vers la fin de sa vie, ils étaient plus aussi en bons termes qu'au début. Et puis c'est surtout qu'ils n'avaient pas du tout, quelque part, la même approche de la fantasy et la même manière de l'aborder. Et a priori, Lewis était assez critique sur l'œuvre de Tolkien. Hein, et sans doute que l'œuvre de Lewis ne devait pas non plus trop convenir à Tolkien. Hein. Je ne pense pas que c'était le type de fantasy que lui, il aurait mis par écrit. Et puis après, il y avait aussi le fait que Lewis écrivait quand même relativement vite. Hein. C'était un petit peu un Brandon Sanderson, hein, de son temps. Et Tolkien, lui, c'était un petit peu un George Martin. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui était un insatisfait chronique, ce qui fait qu'il avait du mal à... C'était véritablement à chaque fois des accouchements, là, ces différents ouvrages. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'œuvres qu'il n'a jamais terminées. Il a fait beaucoup là, de retraductions d'anciens contes, comme je l'ai dit, hein, comme... je crois Gauvin, le Chevalier Vert, je crois, sur Arthur, sur Beowulf. Donc il a fait pas mal comme ça là, de retraductions. Et surtout, ce qu'il aimait, c'était de revenir aux origines comme ça là, de ces anciens contes, mythes moyenâgeux. Donc il aimait repartir, voilà, essayer de retrouver vraiment là, les récits d'origine, dans les langues d'origine. Il se passionnait pour les vieilles langues britanniques, hein, que ce soit la langue saxonne, mais pas que. Hein, donc, et ce qu'il aimait, c'était retrouver donc vraiment les récits originels de tous ces mythes moyenâgeux pour véritablement expurger tous les ajouts qui avaient pu en être faits dans le cadre de retranscriptions ultérieures, notamment par des moines chrétiens ou autres qui pouvaient expurger pas mal de choses. Donc lui, ce qu'il voulait, c'était vraiment revenir aux origines. Hein. Il était passionné aussi par l'évolution des langues, hein, par la structure des mots et comment les mots
peuvent évoluer dans le temps. Et en tout cas, voilà, ce qui le passionnait, c'était de revenir véritablement à la signification comme ça là, des mots, des lettres. Et cette passion comme ça pour les langues anciennes, mais c'est ce qui a aussi justifié qu'il a, lui, de son vivant, créé énormément comme ça là, de langages, hein, et pas que pour le Seigneur des Anneaux, hein, mais voilà, même tout jeune, il s'était créé comme ça un langage écrit, hein. Donc là, ça, c'est une très très belle illustration de Smaug, hein. Celle-ci, elle est magnifique. Après, voilà, Tolkien, c'était quelqu'un de très très casanier, hein, qui aimait comme ça la nature, qui aimait la campagne. C'est pas quelqu'un qui recherchait la célébrité pour la célébrité, hein. Et je pense, enfin d'ailleurs, c'est ce que le livre aussi dit, hein, c'est, il n'a pas forcément été très à l'aise d'ailleurs avec le succès là, de ses œuvres, donc fin des années 60-70, hein, et la hype qui a pu se faire et la réinterprétation idéologique qui a pu être faite parfois de ses œuvres, hein, qui parfois était, voilà, ce qu'on voulait faire dire de ses œuvres allait un petit peu en contradiction avec ce qu'il était et comment lui il avait pensé. Voilà, pareil, très très belle illustration de la comté, les amis. Donc c'est un magnifique artbook ultra riche qui aborde entre autres les influences, mais aussi les autres auteurs qui ont marqué le monde de la fantasy. Donc Robert Howard, qui lui était complètement différent. Déjà, Tolkien, c'était un homme de lettres, hein, qui était professeur, qui a fait énormément d'études. Lovecraft, lui, c'était un autodidacte, hein, et les deux ont rien en commun dans leur approche de la fantasy, hein, ni même de l'écriture. Tolkien a par moments ce qu'on pourrait considérer comme un style un petit peu verbeux, hein. Alors que Howard, lui, c'était vraiment un style un petit peu très, très cinématographique, hein. J'adore l'écriture de Howard, hein, parce qu'elle est très, très visuelle, elle est très, très souple. Les deux, d'ailleurs, qui ont... alors, Howard, malheureusement, s'est donné la mort, mais finalement, ce sont deux auteurs de la même génération. Les deux ont en commun que... c'est qu'ils ont véritablement créé des courants de littérature de fantasy. Et Howard, lui, c'est véritablement lui le père là, de ce qu'on peut appeler l'heroic fantasy, la sword and sorcery, hein. Donc voilà, deux auteurs qui ont marqué leur temps. Et bon, Howard, lui, n'aura pas forcément connu le succès de son vivant, hein, mais maintenant, voilà, Howard, c'est véritablement, comme Tolkien, une figure importante du monde de la littérature, de l'heroic fantasy, de la fantasy en règle générale. Je ne sais pas si Tolkien connaissait les écrits de Howard. Je pense pas. Je pense pas qu'il aurait aimé non plus. Mais voilà, on peut aimer Tolkien et on peut aimer Howard. C'est pas incompatible. Après, il y a quand même pas mal de points qui peut lier ces deux auteurs malgré tout, hein. Et c'est ce que a fait l'auteur là, de cet artbook, hein, notamment pour leur intérêt vis-à-vis, bien évidemment, là, des civilisations antiques de Grande-Bretagne, et puis aussi pour leur intérêt aussi à créer un monde à part entière, hein. C'est-à-dire que voilà, comme Tolkien, Howard a créé son propre univers dans lequel évoluent un certain nombre de ses personnages, hein, comme Conan ou comme Kull ou autre, hein. Les deux ont véritablement créé un monde ouvert.
Voilà, encore une illustration très très cool. Alors, ce qui est dommage, par contre, je crois que c'est pas facile à chaque fois de trouver là, les illustrateurs qui ont pondu ces petites pépites. Il y a certaines illustrations, j'ai même pas réussi à trouver le nom là, des artistes. Ça, c'est bien dommage. Celle-ci, elle est ouf. Ça, c'est ma préférée, les amis. Celle-ci, j'aimerais bien qu'elle soit encadrée. Elle est très, très, très jolie. Donc, c'est un livre aussi. Donc, il parle aussi, donc, pas que des autres grands noms de l'écriture de fantasy, mais ça parle aussi de toutes les écrivains qui se sont inspirés un petit peu là, de l'œuvre de Tolkien ou qui ont existé parce que Tolkien a vraiment, on va dire, ancré le genre dans la culture populaire et que si les œuvres de Tolkien n'avaient pas eu le succès retentissant qu'il a eu, sans doute que certains auteurs n'auraient pas pondu voilà, certaines de leurs œuvres. Et on sait qu'il y a beaucoup d'auteurs qui doivent beaucoup à Tolkien. Alors, Tolkien n'était pas réfractaire à l'idée que ses œuvres puissent être adaptées sur d'autres supports, mais je sais que, et c'est ce qu'il dit aussi dans ce livre, c'est qu'il avait très très peu goûté la version audio du Seigneur des Anneaux à la radio. Ça lui avait pas du tout plu. Je crois qu'il n'était pas très très fan du projet qui avait été porté, je crois, par les Beatles. Enfin, je crois que ça, c'était pas un truc je pense, qui le hypait de ouf. Ça, c'est pareil, c'est une très très jolie illustration. Donc, voilà, c'est un livre qui est vachement intéressant puisque donc il y a une biographie de l'auteur, mais il y a aussi pas mal de passages qui sont repris, soit de ses textes ou soit de ses correspondances. Donc ça c'est bien parce que c'est toujours intéressant de pouvoir lire directement là, des réflexions d'un auteur sur lui-même ou sur son œuvre. Donc il y a un gros travail quand même de recherche et de synthèse proposé par comment il s'appelle déjà? Oui, par Alexandre Nikolavitch. Franchement, il a fait un travail de ouf. Donc ça parle aussi de toutes les adaptations aussi qu'il y a pu y avoir. On parle aussi bien évidemment de Excalibur de John Boorman. Là, tout à l'heure, je parlais de ce projet-là d'adaptation d'un film avec les Beatles. Ça, je crois pas que c'était quelque chose qui pouvait le hyper. Voilà, un film comme Excalibur de John Boorman, ça... Je pense que ça... Voilà, ça... Est-ce que... Sans doute qu'un projet comme celui-ci a pu se monter aussi parce que à cette époque-là, on avait une trilogie comme celle du Seigneur des Anneaux qui était véritablement un best-seller en librairie. Et donc forcément, ça, c'est une période ça a permis de relancer comme ça des projets et de les aborder sous un angle un petit peu différent que ce que l'on pouvait avoir dans les années 50 ou 60, avec un ton plus adulte, moins enfantin. Avec là une très très belle illustration sur l'adaptation de
du Retour du Roi par Peter Jackson, hein, avec une illustration qui nous laisse penser que tellement les décors étaient ouf, qu'on a littéralement filmé la séquence sur, sur les... au pied là, du mont du destin. Ah, ça, c'est vrai que l'une des grandes prouesses de Peter Jackson, c'est d'avoir réalisé son film en Nouvelle-Zélande. Et aujourd'hui, les paysages de la Nouvelle-Zélande, ils sont indissociables de la Terre du Milieu, hein. Ça a véritablement donné vie à cette à l'univers créé par Tolkien. Comme quoi, tourner dans des espaces naturels, ça donne quand même une autre gueule à un film, hein, et on pourra faire tout ce que l'on veut, hein, mais voilà, les fonds verts, toutes les autres technologies avec leurs écrans LED, machin, circulaires, voilà, ça n'aura jamais la même impact pour les spectateurs qu'elle est tournée dans des magnifiques décors naturels auxquels on croit. Alors l'œuvre de George Martin, effectivement, n'est pas comme on pourrait, n'est pas à proprement parler une œuvre dans le ton de celle de Tolkien, ça c'est clair, mais sans doute que jamais Martin n'aurait eu le succès qu'il a eu si avant il n'y avait pas eu un auteur comme Tolkien, ça c'est clair. Et même si l'œuvre de Martin est complètement différente dans le ton de celle de Tolkien, dans cette construction comme ça de l'univers, dans cette méticulosité dans le background, dans la création de ces royaumes, de ces langues, de ces machins, en tout cas, forcément, il y a eu une inspiration quand même. Donc, écoutez, moi, je l'ai poncé. J'ai ultra kiffé. Et je vous recommande. Alors là, il liste à la fin, tous les illustrateurs, hein, mais on ne sait pas véritablement qui a dessiné ou peint quoi. Donc il y a Brouette Hurlante, hein, Dave Guidin, Sylvain Repos, Elisabeth Olville, Pixel Vengeur. Il y en a toute une palanquée. Mais voilà, c'est parfois, j'arrivais pas à savoir quel était le master qui avait fait telle ou telle illustration. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Bon, écoutez, ça, c'est pas bien grave, hein. Et en tout cas, je vous recommande de vous procurer cet artbook qui est disponible dans toutes vos librairies de type Cultura ou autre, hein. Profitez-en tant que on peut le trouver à un prix, il est sorti à 29,90 €. Ça, c'est le genre d'ouvrage qui s'arrache, hein, et après qui peut être difficilement trouvable, hein, en tout cas sur le marché de l'occasion, ou alors à un prix qui peut relativement monter. Donc si vous êtes fan de Tolkien, moi je vous recommande de vous procurer ce numéro-là de Pop Icons aux éditions L'Écran Fantastique. Alors je ne sais pas si... C'est ça que je voulais voir, c'est si... Ils indiquaient les noms là, des autres ouvrages qu'ils ont fait dans cette même collection. Alors je sais qu'il y a Stephen King, Quentin Tarantino, mais je crois que c'est à peu près tout. Eh bien écoutez les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.